Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire qu'on a eu un petit problème avec les micros lors de l'enregistrement. On a fait de notre mieux pour limiter les dégâts. Voilà, c'est la première fois que ça nous arrive. Il paraît que c'est un passage obligatoire quand on fait des podcasts, mais on espère que vous aurez quand même du plaisir à écouter cet épisode avec Caroline Ulrich. Je peux dire que la plus grosse semaine que j'ai fait l'été passé, c'est 24 heures. Le matin même, je m'étais dit, après la qualif, je m'étais dit non mais c'est quoi ce sport qu'on fait là? Parce que c'était vraiment, vraiment super dur. C'était mon premier sprint vraiment de l'année. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Carbone. Pour débuter ce podcast, on a une chouette nouvelle à vous annoncer, n'est-ce pas Nico? Salut. Salut Loris, hello tout le monde, tout à fait. On a le plaisir de vous annoncer que cet épisode est réalisé en collaboration avec vos Générations Champions. Il s'agit d'une association dont la mission est notamment de soutenir les athlètes d'élite vaudois, les valoriser mais aussi inspirer les générations futures. Plusieurs sportifs ou sportifs de l'association sont déjà venus chez Carbone, comme Adrien Briffaut, Maud Matisse ou Loïc Gache. Alors si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver sur nos différentes plateformes ou nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, notre invité fait aussi partie de vos Générations Champions. Exactement, on a le grand plaisir de faire la connaissance de la pépite du ski alpinisme mondial, Caroline Ulrich. Salut Caroline. Salut. Hello Caroline, merci de nous accueillir et de participer à notre podcast. Comment ça va après un gros week-end de compétition en Coupe du Monde à Villars? Ça va bien, je suis bien fatiguée, mais ça va gentiment revenir et puis on est content d'être à la maison. Voilà, 2 semaines de vacances à la maison maintenant, c'est ça le programme. Exactement, ça dépendra aussi des conditions de neige, peut-être qu'on va aller un peu plus loin, mais on verra. Alors le but de Carbone, c'est de faire connaissance avec un ou une athlète d'exception. Alors on a prévu quelques rubriques pour ça et on commence Nico avec des chiffres et des lettres. Exactement, le principe est simple, on va te donner des dates et des mots et des chiffres sur ta carrière. Et toi, ton rôle, c'est de nous expliquer à quoi correspondent ces chiffres et ces dates. Alors on commence avec un facile pour s'échauffer. Si je te dis 28 février 2002. C'est la date à laquelle je suis née. Voilà, très simple, voilà. Si on enchaîne avec Tour de Paix. C'est mon lieu d'origine et là où j'habite actuellement depuis 21, presque 22 ans. C'est pas commun quand même une skieuse qui vient du bord du lac, non? Non, pas commun du tout, mais c'est vrai que on a aussi une résidence secondaire du côté de Villars, donc ça a toujours été les week-ends à la montagne et puis dès qu'on pouvait aller dans la nature, donc c'était assez naturel pour moi de m'éloigner un peu du lac, mais c'est vrai qu'on est toujours content d'avoir un aussi beau cadre ici à la maison. T'aimes bien du coup avoir les week-ends plutôt en montagne et puis de continuer quand même à avoir ce contact avec le lac, avec le soleil, c'est quand même sympa alors. Oui, c'est clair que c'est cool, surtout en été, ça fait du bien de pouvoir se rafraîchir dans le lac et puis c'est quand même juste magnifique comme endroit pour vivre, d'être à 200 mètres du lac, je pense que c'est une chance. Après, c'est vrai que c'est souvent pas super pratique parce que à la fois en été, j'aime bien plutôt aller courir sur des chemins et puis en hiver, il faudrait de la neige. Mais après, on fait avec et puis on verra si ça change les prochaines années. Mais pour le moment, je profite d'être ici. Et si je te dis maintenant le club Tessalpi. Alors, c'est un club de ski alpinisme dans la région qui est basé au Paco et qui a beaucoup fait pour le ski alpinisme ces dernières années. Il initie en fait les gens et puis il les entraîne dans un cadre super sympa et une bonne ambiance. Et ouais, j'y suis depuis maintenant quelques années et puis j'ai toujours super bon contact avec eux. Et ouais, ça me fait plaisir de les représenter sur les quelques courses où je porte pas la combi rouge. C'est le club de tes débuts, non? Oui, alors pour le ski alpinisme, en partie, parce que j'ai aussi fait partie du centre régional Ouest, qui est vraiment plutôt pour les plus jeunes et puis qui est chaperonné par le club alpin. Et puis j'ai aussi fait partie de plein de clubs d'athlétisme. Et puis pourquoi alors le ski alpinisme? Pourquoi ce sport alors? Alors, pourquoi le ski alpinisme? Parce que moi, alors j'ai toujours fait en fait du ski de rando. J'ai jamais fait beaucoup de ski de piste parce que mes parents faisaient du ski de rando et puis du coup ça a toujours été même quand j'étais encore petite
j'avais d'abord les raquettes et puis on me faisait descendre quand même hors piste avec les skis. Mais puis après, j'ai eu d'autres moyens pour monter quand même toute seule. Mais c'est vraiment un sport de famille. Et puis c'est vrai que ça m'a pas toujours monstre plu parce que c'est vrai que c'est un sport vraiment difficile. Et puis quand on est jeune, puis qu'on a plein de copines qui font d'autres choses, et puis qu'on dit non, non, on va à la montagne faire des sommets tout, avec du matériel lourd et un effort vraiment dur. Donc c'était pas toujours facile. Je me suis souvent plaint. Puis après, je me suis retrouvée justement au centre régional. Et puis le fait d'être au contact d'autres jeunes aussi qui faisaient le même sport. Et puis de rapidement faire des bons résultats, ça m'a bien aidée. Et je suis peu à peu tombée amoureuse de ce sport, quoi. T'as fait de la compète à partir de quel âge du coup? Alors je faisais déjà des petites courses de la région, souvent des verticales, même avec du matériel justement lourd. Et puis après j'ai commencé, je dirais, en 2014, 2015. 2015, je suis rentrée dans le centre régional. Et puis là, j'ai vraiment eu tout le matériel de compète. Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Si on te dit maintenant 2017. Alors 2017, c'est l'année où j'ai fait mes premiers championnats du monde. J'ai fêté mes 15 ans à ces championnats du monde, c'était en Italie. Et puis j'ai déjà pu faire 3 médailles de bronze, donc c'était vraiment super. Puis c'est aussi l'année où je suis rentrée en équipe suisse du coup, Ouais. directement C'est après. la première fois que tu revêtais du coup la combinaison de l'équipe suisse. Ça Exactement. t'a fait Ouais. quoi à 15 ans déjà de mettre la combinaison rouge et blanche? Ça fait quoi? C'était vraiment cool, c'était assez inattendu. Je me sentais très très petite parmi toute cette équipe suisse que je connaissais très peu, donc j'étais toute timide et puis intimidée. Mais c'était vraiment une chouette expérience. Et puis c'est vrai que quand on peut déjà faire des résultats comme ça à cet âge, ça motive pour la suite. Et si je te dis maintenant le chiffre 16? Je saurais pas dire ce que c'est. Alors ça c'est peut-être à prendre avec des pincettes hein, parce qu'on a calculé mais je crois bien hein, que c'est le nombre de titres internationaux que tu as. Alors si on peut résumer, tu me dis si c'est faux. Alors en 2019, 4 fois championne d'Europe U18, tu as 2 titres au JOJ donc à Lausanne, ensuite 2 titres mondiaux U20, 4 fois championne d'Europe U20, 2 fois championne du monde U20, 2 fois championne du monde U23. Le compte est bon je crois, non? C'est possible que ça soit bon. Je peux aller chercher les médailles et puis on peut les compter. C'est facile de trouver celles d'or, mais c'est possible que ça soit juste, ouais. Tu les rejoues toutes ces médailles alors, ça fait beaucoup là. Et parce Bah, que c'est que les titres là, 16 hein, mais c'est que les titres, hein. C'est incroyable. J'avoue que à l'époque, quand j'avais mon ancienne chambre, j'avais un mur entier rempli de médailles et puis là, je les empile Ouais, les unes des sur les cartons. autres derrière ma porte. Mais oui, à chaque fois que je les gagne, je les laisse un moment pour que je les admire et puis Ouais. après, elles vont avec les autres. T'as toujours été compétitrice ou bien c'est venu plus tard avec les résultats? Tu disais justement que quand t'as commencé à faire des podiums internationaux, forcément ça donne envie, mais t'as toujours été compétitrice? Bah, alors, j'ai toujours été compétitrice malgré moi, je crois, parce que c'est vrai qu'avant le ski alpinisme, j'ai commencé vraiment jeune avec la course à pied. En fait, ça a commencé avec mes frères qui, au cross de l'école, qu'on avait chaque année, déjà à partir de 4 5 ans comme ça, et on était tous très forts. Et du coup, mes parents se sont dit, ils sont forts. Et puis, ils ont commencé à entraîner. Alors, le plus grand n'a pas été d'accord, mais ils ont commencé à entraîner mon grand frère Florian et puis moi. Donc, on allait toutes les semaines au bord du lac faire le parcours du cross à fond pour voir si on améliorait nos chronos. Donc, ça, c'était la routine pendant bien des années. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas toujours été motivée. Ma maman devait souvent me tirer, mais après on allait faire les courses pour enfants, que ce soit ici à Vevey ou bien un peu plus loin. On a commencé les crosses et puis ça nous animait un peu. Et c'est vrai que moi naturellement on était méga fort avec mon frère, donc
ça donnait quand même envie de continuer, même si souvent moi je disais au début ah non, non, je veux pas, et puis après j'étais contente parce que j'avais fait un bon résultat, mais ça a été pendant plusieurs années ça, et puis après il y a eu l'athlétisme. On a commencé en club avec mon frère, puis là ça nous a donné déjà un cadre un peu plus structuré, et puis en fait c'est arrivé après en ski alpinisme un peu par mon frère qui a lui il était un peu fan, et puis il s'est dit je vais faire comme Florent Troyet, et puis il a passé les tests pour entrer en équipe suisse, puis après c'était mon tour quelques années après. Mhm. Donc en fait, tu as vraiment un passé de coureuse sur route alors? Avec l'athlétisme, avec, tu disais les crosses, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup été plutôt la course à pied quand j'étais jeune, mais après c'était oui, course à pied en semaine sur route, et puis quand il y avait des courses comme la corrida d'Octodur, j'ai fait plusieurs fois la course des enfants aux 20 km de Lausanne, et ouais, c'était un peu notre quotidien, mais on allait toujours quand même à la montagne, en trail. J'ai fait énormément de VTT, de grimpe, donc c'était un peu une partie de tout ça. Donc ouais, un ensemble de sports d'endurance dont la course à pied a été le point d'orgue pendant plusieurs années, oui. Et si maintenant on dit Val Thorens? Val Thorens, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, novembre passé, où j'ai pu faire ma première victoire en Coupe du Monde en sprint. Chez les grands, donc c'est un peu l'entrée dans la cour des Ouais. grands, on peut dire. Exactement, c'est exact. Enfin, je savais que en faisant déjà des top 10 pour ma première année élite, je savais que j'étais déjà un peu rentrée dans la cour des grands, mais là c'est vrai que je pense que cette victoire était totalement inattendue, puis ça fait plaisir parce que ça montre qu'il y a encore plein de belles choses à accomplir, et puis que ouais, maintenant je peux vraiment aller batailler tout devant. Ouais, on t'a vu super ému à l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es passé la ligne d'arrivée, il s'est passé quoi dans ta tête? C'était vraiment une course très spéciale parce que alors j'ai mené jusqu'en haut, et puis en fait après moi étant Caroline Ulrich, j'ai quand même réussi à faire une gourde en haut de la montée. J'ai mis du temps pour faire mon changement, pour enlever les pots, et puis après dans la descente j'ai eu un souci, je suis presque tombée, et puis j'ai perdu mon bâton. Donc moi j'étais sûre que j'avais perdu un truc immense. Là j'étais là, non mais c'est pas possible, et puis j'ai tout misé sur la glisse sur la fin, et puis c'est quand même passé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé incroyable même en faisant cette erreur, de pouvoir quand même gagner. Et puis ouais, je comprenais pas si c'était réel ou pas. C'était assez incroyable. Ouais. Ah, puis les conditions étaient dantesques aussi. Dantesques, Ouais. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que le matin même, je m'étais dit, après la qualif, je m'étais dit non mais c'est quoi ce sport qu'on fait là, parce que c'était vraiment vraiment super dur. C'était mon premier sprint vraiment de l'année, donc je m'étais vraiment dit oulala, quelle idée. Et puis après c'est allé de manche en manche, et puis je me suis retrouvée en finale, puis je me suis dit bon, maintenant t'as plus rien à perdre. Je savais, on avait une des favorites qui a eu un souci la manche d'avant, donc je savais que je pouvais peut-être aller chercher un podium. Je me suis dit bon, t'as rien à perdre, et puis le miracle est arrivé, donc ouais, ça fait plaisir. Mais après je savais aussi que c'était le parcours, et puis tout un ensemble de choses qui ont fait que j'ai pu ce jour-là aller chercher la victoire, mais faudra bien travailler pour pouvoir se leur permettre. Mhm. Si je te dis biologie? Alors biologie, c'est la branche que j'ai choisi d'étudier à l'université de Lausanne. J'ai commencé en 2020 mon bachelor en biologie, et puis là maintenant je suis en deuxième année, et je suis contente de ce choix parce que c'est vraiment une branche qui m'intéresse. Et puis encore un dernier mot, c'est le mot armée. Armée. Alors j'ai effectivement fait l'école de recrue à Macolin en sportif d'élite l'année passée, l'été passé, et du coup c'est un choix que j'ai fait pour ma carrière, pour me permettre d'avoir ces 4 mois d'entraînement un peu plus spécifiques, et puis
en plus d'être soutenu par ce système de l'armée ces prochaines années. Et pour le moment, je suis contente. Puis c'est vrai que c'est un bon système en Suisse qu'on a pour soutenir les sportifs. Oh, c'est intéressant ça, ouais. Bah, merci pour tes premières réponses, Caroline. On va continuer à discuter de ta carrière et surtout de la discipline du ski alpinisme. Bah, on l'a dit, hein, tu habites à la Tour de Paix, bah, tu étudies à Lausanne. C'est quoi, comment tu fais pour concilier tes entraînements? Alors, c'est quoi une semaine type un peu? Alors, il y a pas vraiment de semaine type. C'est vrai que quand je peux aller à Lausanne, j'essaye toujours d'y aller. Après, j'ai la chance encore, normalement, jusqu'à maintenant, j'ai eu les cours qui étaient en ligne. Donc, ça m'aidait beaucoup, surtout en déplacement et tout ça. Mais j'essaye d'y aller quand je peux. Et puis, sinon, c'est s'entraîner, suivre le programme et puis essayer de s'accorder une bonne récupération quand même à côté autour, avec tout ce qu'il y a d'autre aussi. T'as un coach de l'équipe suisse ou t'as un coach perso? J'ai un coach personnel. Ok. Et puis il te donne, si tu peux donner un peu un ordre d'idée d'heures d'entraînement par semaine. Est-ce qu'il y a, je sais pas, t'as des chiffres de dénivelé que tu pourrais faire type par semaine? Tu peux donner un petit peu aux éditeurs des chiffres de tes entraînements? C'est difficile à dire parce qu'en fait, on travaille par bloc où justement on a à chaque fois une plus petite semaine puis on finit par une plus grosse et ça dépend beaucoup aussi de la période. S'il y a beaucoup de compétitions en ce moment là, par exemple, je fais presque pas d'heures, mais je peux dire que la plus grosse semaine que j'ai fait l'été passé, c'est 24 heures. Donc c'était une grosse semaine d'entraînement et puis ouais, il y a environ 1-2 séances de vitesse par semaine. Et puis sinon c'est beaucoup de l'endurance et j'ai commencé aussi avec la force. Donc on essaye d'intégrer ça comme on peut, mais il y a toujours plus à faire que de temps à disposition. Ouais. Et comment tu gères entre le ski, et puis tu dois faire d'autres sports à côté, vélo et course à pied, comment ça s'organise? Alors vu que le ski alpinisme c'est surtout quand même un sport d'endurance, même si la technique prend de plus en plus d'ampleur, on, on le fait principalement en hiver. On commence 1-2 mois avant les premières compétitions. Donc là, on a mis les skis déjà en fin octobre sur les glaciers. Mais sinon, pendant l'été, je fais d'autres sports. Donc trail running, qui est mon deuxième sport principal, je pense. Et puis, je fais beaucoup d'heures à vélo aussi, à VTT. Et puis, un peu de ski à roulette et de force. T'as déjà vu tes statistiques sur une année, le plus ou moins le pourcentage de course à pied par rapport au pourcentage de ski? Parce que t'as l'air de dire que tu cours beaucoup en fait par rapport à ce que tu skis. C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'au final, la saison de ski alpinisme, elle s'étend assez large. Si on dit que je commence fin octobre à mettre les skis, et puis la patrouille, qui est généralement la dernière course, c'est déjà fin avril, donc c'est vrai que ça fait long. Mais entre tout ça, oui, je cours quand même. Et puis là, par exemple, j'ai fait plus de vélo parce que j'étais à Macolin l'année passée. Et je vous avoue que pour les statistiques, je suis pas encore la meilleure. En plus, je change chaque fois de montre, tout ça. Donc j'ai de la peine à tenir un ordre d'idée. Mais Il faut pas se fier à ton compte Strava alors. je pense que je suis pas la plus intéressante à suivre sur Strava. Mais le fait est que quand je suis à vélo, c'est plutôt pour faire pas mal d'heures. Donc c'est peut-être sur les sports d'été, c'est peut-être le vélo qui va apparaître en premier. Mais au final, la course à pied, c'est quand même assez facile à faire. Et puis on y va pour n'importe quel temps. Donc ça dépend un peu les semaines dans lesquelles on est. Puis on a dit, hein, le ski alpinisme, la saison elle est longue, hein, il y a 9 grandes échéances en Coupe du Monde, à la patrouille des glaciers fin avril. Tu fais toutes les courses ou bien comment ça se passe? Tu prévois des blocs d'entraînement? Alors pour prévoir la saison, c'est vrai que c'est pas facile parce que y a énormément de courses et puis au final si on fait tout, on s'entraîne jamais. Donc moi c'est ce que j'ai fait la saison passée, j'ai fait une saison pleine, j'ai fait toutes les coupes du monde. Et puis j'ai constaté quand même qu'à la fin de la saison, j'étais vraiment très fatiguée, surtout mentalement parce que ça nous fait des trajets en fait
hyper souvent et puis des longs trajets souvent en bus où c'est pas vraiment reposant. Donc par rapport à ça, on a décidé cette année avec mon entraîneur de faire moins, de laisser de côté le classement général de Coupe du Monde. Et puis là, j'ai choisi de manquer 2 Coupes du Monde qui étaient dans les Pyrénées juste après les championnats et juste avant la Coupe du Monde de Villars, justement, pour me permettre de faire encore un peu d'entraînement et puis pas accumuler de fatigue et puis faire aussi mes examens. Ça tombait bien. Donc, ouais, c'est des choix qu'on commence à faire gentiment. Puis là, pour la suite de la saison, je vais continuer les Coupes du Monde. Et puis, je vais justement mettre aussi gentiment l'accent sur les courses longues avec une première Pyramenta pour moi et puis la patrouille des glaciers en fin de saison. Alors tu l'as dit dans une interview à la RTS, une saison c'est 20 000 francs. Est-ce que, voilà, tu as un entraîneur, mais est-ce que tu penses à créer une structure avec nutritionniste, physio, préparateur physique peut-être? Oui, c'est vrai qu'avec le haut niveau et puis quand on est chez les élites, on se rend compte à quel point chaque détail compte et puis c'est important d'avoir une structure vraiment autour de soi. On doit aller travailler sur des détails, donc c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus essayer de créer quelque chose vraiment de bien autour de l'athlète. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que il faut déjà des moyens, il faut aussi trouver les bonnes personnes et puis ça se crée, je pense, au fur et à mesure aussi qu'on apprend à se connaître soi puis à savoir de quoi on a besoin, quoi. Ouais, ça te laisse une marge de progression. Si tu te dis, là, t'as peut-être pas tout optimisé, mais plus tard, peut-être en nutrition, peut-être en préparation mentale. Tu fais t'as de la préparation mentale ou Ouais, alors justement, ça, j'en ai pas pour le moment. Et puis, je sais typiquement tout ce qui est préparation mentale, nutrition, peut-être, il faudrait que j'en fasse. Ça serait intéressant d'explorer, j'aurais plein de choses à améliorer. Mais au final, j'en viens toujours au fait qu'en fait, ce qui me manque dans tout ça, c'est alors, oui, les moyens financiers, mais ça, on trouve toujours au final, si on a l'envie. Mais c'est le temps en fait. Et ça, c'est vrai que quand on est étudiante en plus, et puis qu'on a quand même d'autres choses à côté, on se rend compte que c'est ça en fait le facteur limitant. t'as déjà pensé à prendre une année de pause ou 1 ou 2 années de pause en termes universitaires pour te dire je me consacre 100% à mon sport, ça me laisse plus de temps pour récupérer, pour la prépa mentale, pour tout ce qui est les à côté en fait. C'est une bonne question. C'est vrai que j'y avais pas forcément pensé jusqu'à maintenant. Je pensais toujours continuer à temps partiel l'université parce que c'est vrai que ça prend déjà bien assez d'années pour obtenir son bachelor comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, surtout par rapport à la branche que j'ai, qui est une branche avec beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de présentiel, je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué avec par la 3e année les cours qui seront plus enregistrés. Donc c'est vrai que je commence à y songer, mais ça sera à voir aussi. J'ai toujours peur en fait de couper tout contact avec l'université parce que c'est vrai que je me dis qu'après pour reprendre c'est pas facile, mais ouais c'est en option clairement. Puis on l'a dit, tu as un coach, c'est Mike Egro, ancien triathlète professionnel, 6e à l'Ironman d'Hawaï. Puis maintenant il est chef de l'office du tourisme Vavezan, on le salue. Puis lui, il a un petit mot pour toi d'ailleurs. Salut les auditeurs de Carbone, salut Caroline. Alors moi j'ai une question à te poser, c'est en lien avec tes 2 disciplines favorites. Alors je vais commencer avec la partie skimo, hiver. J'aimerais savoir comment tu fais pour casser autant de chaussures carbone justement. Parce que depuis que j'ai la chance de te coacher, on a quand même quelques courses qui se sont interrompues à ce moment-là. Donc ça c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est dans les mêmes secteurs, mais basket au pied pendant l'été. Je pense que tu es une des filles que j'ai vu descendre le plus rapidement une montagne. J'ai le souvenir en baladon de Lys où c'était un mix entre une gazelle et puis un chamois. Donc explique-nous quel est ton secret. Je suis sûr que ça va intéresser plein d'auditeurs, plutôt les routiers et les triathlètes, parce qu'on est toujours impressionné de voir les trailers descendre. Donc c'est quoi ton secret pour ne pas exploser tes fibres musculaires afin d'enchaîner les montées et les descentes, ce qui constitue aussi ta force dans le trail. Merci pour ta réponse. Ciao. Merci Mike pour ces questions. Alors pour la question des chaussures carbone, c'est vrai que c'est une bonne question. Je peux quand même dire que
avant d'être entraînée par Mike, j'en avais jamais cassé. Donc, je sais pas si c'est le karma ou quoi, mais je pense que ces chaussures, en fait, c'est vraiment super. Et puis, moi, j'adore ça. Mais on a toujours un risque parce que c'est quand même le carbone, c'est quand même un matériau compliqué à travailler. Et puis, ouais, il peut y avoir des défauts. Et puis, moi, je les utilise quand même plusieurs saisons de suite. Donc, au bout d'un moment, ça lâche. Et c'est vrai que ça arrive parfois au mauvais moment. Mais ma foi, c'est le jeu. Comment tu casses des chaussures? Moi, j'ai jamais fait de scalpinisme. J'ai pas de. Mais comment tu casses une chaussure en fait? Ça dépend. Alors, il peut y avoir des petits soucis pas trop embêtants où c'est le bois qui pète ou comme ça. Et puis parfois, c'est le carbone qui lâche par rapport à un choc. C'est vrai que on a vraiment des descentes où en fait c'est des champs de bosse et puis on prend compression sur compression quoi. Il y a pas de, c'est pas comme le ski de boss où là on sait parce que les bosses elles sont alignées pour que ça aille bien. Là c'est vraiment compression sur compression et puis ça, ça, ça a un impact forcément sur la chaussure et puis au bout d'un moment ça lâche et ma foi on sait pas, je pense pas vraiment que ça soit une question de marque ou d'autre mais c'est simplement un sport où ça arrive et puis ouais faut faire avec. Et puis ton secret en descente alors? Alors le secret en descente, il demandait le secret pour après pas casser la fibre. Je vous assure que je casse quand même la fibre musculaire et puis après j'ai quand même de la peine à repartir en haut. Donc ça j'ai pas vraiment de secret, faudrait que je le travaille aussi. Mais après pour descendre vite, je pense que il faut pas trop se poser de questions et puis il faut regarder plutôt loin, anticiper. Et si on regarde ses pieds, généralement c'est compliqué. Ok, je prends note parce que moi je suis une quiche en descente. Hein. Et tu penses que là il parlait de l'aspect musculaire, mais peut-être tu parles plutôt de l'aspect mental du coup. Tu penses que c'est quoi la proportion pour être un bon descendeur? Parce qu'apparemment toi t'es vraiment une super descendeuse, en tout cas en trail. C'est quoi la proportion? Faut plutôt vraiment lâcher le cerveau et puis être fort, même si on est un peu moins fort musculairement, ou est-ce que l'aspect musculaire est vraiment important dans les descentes? Je pense que ça dépend beaucoup de la descente dont on parle. Si c'est une descente droit en bas, vraiment longue, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les muscles ils serrent, mais après, ouais, je sais pas vraiment. Je pense quand même que l'aspect de savoir descendre bien, regarder loin, où mettre ses pieds, parce que si on est toujours sur les freins, en fait, c'est là j'ai l'impression, c'est là qu'on utilise le plus le muscle. Donc le fait de relâcher un peu, d'être plutôt en détente et en confiance avec ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est ça qui aide le plus. C'est vrai que quand on voit Kylian Jornet descendre, les descentes, je sais pas, quand il descend le Cervan ou n'importe quoi, on a l'impression presque qu'il danse avec le terrain, il y a les bras qui partent dans tous les sens. C'est vrai que l'aspect de relâchement, je pense qu'il est vraiment important, un relâchement mental, puis un relâchement physique aussi, Ouais. de pas être sur l'arrière, donc Loris, si jamais. Ouais, j'écoute, moi vraiment, j'ai pris des notes et Tu tout. bois les c'est tout. paroles. Ouais. Parce que moi, vraiment en descente, mais je perds trop de temps et ça frustre. Et puis, comme tu as dit, en fait, je me suis assez retrouvé parce que moi, je suis plus genre un peu freiné, tu vois. Puis en fait, ça me bloque encore plus musculairement, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que ça m'arrive aussi, en fait, quand j'ai pas couru depuis longtemps, je me dis, oulala. Et puis après, au final, il y a c'est comme à VTT, il y a un truc qui se déclenche dans le cerveau. Et puis là, après, c'est bon. Et puis moi, c'est vrai que je suis une grande fan dès qu'il y a des racines et puis des petites bosses où on peut faire un petit saut par-ci par-là. J'aime bien dès qu'il y a un chemin qui est des fois un peu trop roulant, et je vais essayer de toucher que les racines pour m'entraîner. Et puis je pense que c'est toujours cool de pouvoir jouer comme ça avec le terrain, comme tu dis, danser, Mhm. ça me plaît beaucoup. On t'a vu faire du skyrunning d'ailleurs, est-ce que c'est un truc qui te tente une fois de faire toute une saison? On sait qu'il y a plusieurs étapes de skyrunning, est-ce que ce serait une fois envisageable de se dire je fais toute une saison de skyrunning?
Alors ouais, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un super beau sport. J'ai pas fait encore beaucoup de courses, j'ai fait les championnats du monde junior l'année passée, mais c'est vrai que ouais, franchement ça je pense que c'est un truc qui peut me bien plaire parce que c'est justement axé assez technique. Donc puis d'aller tutoyer les sommets comme ça fait toujours plaisir. Puis au niveau du ski alpinisme, hein, c'est bien juste, hein, il y a trois disciplines, il y a le sprint, l'individuel, ou individuel vertical, je crois bien. Ou C'est deux disciplines différentes, Ok, donc ça fait individuelle quatre et disciplines verticale. alors. Ouais, Puis exactement. il y a le relais encore. Alors, je vais les citer toutes. Il y a Ouais. l'individuel, cours d'1 heure et demie avec plusieurs montées, plusieurs descentes. Le sprint, une mini-course avec environ 3 minutes avec des manches. La verticale, où là, c'est juste une montée sèche d'environ 20 à 30 minutes. Et puis, le relais mix qu'on a maintenant depuis quelques années avec des, comme un sprint, mais deux montées où les changements ont beaucoup d'importance parce qu'on doit remettre 2 fois les pots. Et puis là, c'est un homme et une femme. Et puis on se fait chacun 2 fois le parcours. Donc c'est quand même un effort assez conséquent de 2 fois 10 minutes qui tape pas mal. Et puis à côté de ça, on a bien sûr les courses par équipe. On a le circuit des grandes courses. Et puis chaque année, il y a les championnats du monde longue distance aussi. Et puis toi, c'est laquelle de discipline que tu affectionnes le plus ou où tu es la plus performante alors? Alors, je pense quand même que je vais garder ma petite préférence pour l'individuel parce que bah, c'est vraiment une course où on a le temps de voir venir, j'ai envie de dire, puis on va skier hors piste, on va vraiment dans des beaux endroits. Donc, ouais, c'est beaucoup cette course que j'apprécie. Après, moi, je suis aussi assez forte en sprint et puis relais mix, j'ai toujours beaucoup de plaisir parce que bah, c'est par équipe et puis forcément ça crée pas mal d'émotions, mais je pense qu'elles sont toutes complémentaires et puis ouais, ça rend le sport vraiment varié et c'est ça qui est cool. Et est-ce que dans le monde professionnel que tu côtoies maintenant, est-ce qu'il y en a qui se spécialisent sur le sprint? Parce que le sprint, c'est plus bah, du coup développement de la VO2 max, un effort ultra intense, j'imagine, où à la fin tu finis les poumons complètement out. Parce que bah, du coup, c'est plus le développement de l'aérobie, et des formats d'1 heure et demie, comme tu disais, sur l'individuel. Est-ce qu'il y en a qui se spécialisent, qui se disent, bon, bah, moi je vais faire que de la verticale parce que voilà, c'est ma spécialité, ou moi je vais faire que du sprint, des athlètes que tu côtoies? Oui, ouais, on a de plus en plus de spécialisation, surtout par rapport aux Jeux Olympiques, dans lesquels il y aura justement seulement deux disciplines avec le sprint et le relais mix, donc plutôt justement des disciplines de VO2, d'explosivité. Et, euh, et puis on a aussi ouais, du coup des anti-sprints, j'ai envie de dire, qui eux préfèrent vraiment l'aspect du ski alpinisme de base où on a ces grandes courses, on va vraiment dans les sommets où il n'y a personne et puis il y a vraiment un peu les deux écoles. Après, il y en a encore beaucoup qui sont entre deux, comme moi, où j'aime vraiment les deux. Puis j'essaie de vraiment garder contact avec tout ça. Et aussi pour le classement général de Coupe du Monde, il faut aussi être bon partout. Donc on n'a pas encore ouais, de trop de spécialisation, mais ça commence quand même. Mais dans l'optique des jeux, toi, Effectivement. tu as envie de te spécialiser plus sur le sprint, malgré ton appétence pour l'individuel? Ouais, c'est pas un débat facile. C'est vrai que forcément, j'ai envie de me donner toutes les chances possibles pour les jeux. Mais l'idée, c'est surtout de pas en fait se spécialiser dans une discipline qui va peut-être pas forcément rester et puis après de se retrouver en fait sans, sans moteur pour d'autres courses ou pour un classement général l'année d'après. Donc c'est ce qu'on a convenu avec justement Mike et puis l'idée ça va être de faire travailler le moteur en sachant que ça va aussi me rendre plus forte en sprint et puis de forcément mettre quand même l'accent sur le sprint et travailler cette discipline au mieux pour pouvoir quand même si possible accéder aux Jeux Olympiques.
Puis comment ça se passe maintenant? Parce que pour les Jeux Olympiques, il y a 18 hommes et 18 femmes qui sont sélectionnés. Est-ce qu'il y a un peu changement de mentalité un peu dans les équipes? Est-ce que, ou dans l'équipe suisse ou autre? Est-ce que vraiment non, on y pense de plus en plus? Oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup, hein, 18 hommes, donc Et 18 femmes, ouais. dans le monde entier, donc ça fait pas beaucoup. Et puis on se pose forcément la question, on se dit ah là là, on sait qu'on aura soit une, soit deux places pour ces jeux, mais c'est vrai que c'était un peu le coup de massue quand on a appris il y a quelques années que, je crois que c'était il y a 2 ans, que ils allaient nous réduire le nombre de disciplines et le nombre d'athlètes. Donc c'est vrai que on se dit est-ce qu'on on met tout de côté pour aller essayer de se mettre dans ces 18 ou pas. Puis c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on se dit comment ils vont faire, parce que c'est vrai qu'un sprint, on part avec plus de 30 athlètes qui après font des quarts de finale pour se départager, puis ensuite des demi-finales, puis ensuite des finales. Donc là on se dit mais comment ils vont faire, mais on n'a pas encore beaucoup d'infos. Puis c'est vrai que on sait que si on veut y être au départ de ces jeux, il faudra vraiment être le meilleur ou la meilleure en Suisse à ce moment-là. Et puis ça va pas être gagné parce que Oui, une belle équipe de Suisse, hein, entre les Bonnet, Faton, les plus jeunes Bussard ou Thibaut Dessen. Ouais, c'est une grande concurrence, c'est une belle émulation. exactement, ouais, on est vraiment une bonne équipe. Je crois qu'on a vraiment un niveau super homogène ici en Suisse. Donc là, on n'a pas encore vu beaucoup de monde se, se, départager pour dire déjà ouais, c'est sûr que je pourrais aller au jeu. Donc je pense que ça va être la bataille jusqu'à la dernière minute. Et dans l'équipe de Suisse, tu sais s'il y en a déjà qui, il me semble avoir entendu Rémi Bonnet qui avait annoncé qu'il voulait pas forcément participer au jeu de par justement ce que tu disais, c'est que les puristes, ils ont un peu été dégoûtés en fait, qu'il n'y ait pas d'individuel et qu'on fasse que du sprint, qui n'est pas forcément l'essence du ski alpinisme. Est-ce que toi, dans l'équipe de Suisse, tu as déjà pu discuter un petit peu s'il y en a qui vont boycotter entre guillemets les jeux en disant non, moi je vais pas y participer, c'est pas ce que j'aime faire. On sait que Rémi Bonnet fait plutôt l'individuel et la verticale. Est-ce que toi tu as déjà des informations par rapport à ça ou pas, vous n'avez pas encore trop discuté, c'est comme dans 2 ans quoi. Non, alors ouais, j'ai pas beaucoup d'informations, mais ce que je sais, c'est que c'est clair que certains, on est plusieurs à penser que c'est pas forcément le mieux pour notre sport, et puis c'est pas vraiment ce qu'on a envie de montrer, parce que c'est, enfin, d'avoir une discipline sur piste quand on fait un sport comme ça de nature sauvage. Donc forcément, certains sont déjà contre. Moi, c'est vrai que je me pose aussi la question, mais on parle quand même des Jeux Olympiques, donc ça donne quand même envie. Alors là, ils ont une petite intervention personnelle. Voilà, petite interlude de canin. Du coup, on a des athlètes qui ont déjà renoncé à aller à ces jeux, mais c'est vraiment plutôt, j'ai l'impression, parce que ils ont pas les capacités d'aller faire des bons résultats en sprint, et puis aussi pour cette histoire d'éthique entre guillemets du sport et de ce qu'est vraiment le ski alpinisme. Après, on va voir Rémi Bonnet, je sais pas vraiment ce qu'il va faire, et puis je pense que ça va dépendre aussi de ses résultats en relais mixte ces prochaines saisons. Mais oui, il y a un peu les deux écoles, et puis il y a ceux qui sont entre deux. Après, c'est vrai que si je me mets à la place de l'organisation des Jeux Olympiques, je me dis, bon, on imagine bien les Jeux Olympiques qui prennent pas forcément en compte la vie des athlètes, parce que des fois ils font un peu, ils font comme ils veulent, en tout cas le CIO. Ils se disent la discipline la plus télégénique, ça va être le sprint. C'est super télégénique, on met quelques caméras Ouais. autour d'une piste, on les voit monter, descendre. Il y a, en plus, Plusieurs fois en plus, pour les plusieurs fois. spectateurs aussi. En plus, il y a ce système, comme tu disais, d'éliminer à chaque fois. Donc, tout le monde a sa chance. En fait, c'est pas forcément le meilleur qui gagne, parce que des fois, ça dépend juste dans quelle série tu es. Donc, c'est vrai que je pense que l'essence, elle y est pas. Mais eux, si on se met de leur point de vue, on peut peut-être comprendre
Bien c'est sûr, leur ouais, motivation. bien sûr. Après, c'est vrai que bah, d'un point de vue, quand on fait le sport enfin, qu'on aime comme moi, on se dit, ah ben, moi, ce que je fais pour m'entraîner, c'est d'aller dans les montagnes, m'entraîner sur des traces, hors piste, dans la poudre. Et puis, bah, on se dit, ah mince, j'ai pas envie de montrer ça. Puis on se dit, ah bah, c'est aussi hyper impressionnant quand on descend tout droit en bas une pente hors piste. Et puis qu'on peut montrer des beaux paysages dans lesquels on évolue, on se dit c'est cool aussi. Mais après, c'est vrai que bah, je pense que le CEO, c'est toute une question aussi de temps de diffusion, de moyens mis pour pour filmer tout ça. Et puis, bah, il y a plein de raisons financières derrière que, en tant qu'athlète, on peut pas forcément comprendre. Et puis, on accepte aussi que ça soit comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de frustration par rapport à ça. Après, bien sûr, le sprint, c'est une discipline hyper cool à regarder. Après, quand on la pratique, on se rend compte vraiment à quel point c'est dur aussi mentalement. Donc, c'est vrai que c'est un gros investissement de se lancer que dans cette discipline pour essayer d'aller chercher cette place au jeu qui est au final pas garantie. Et est-ce qu'on se dit, voilà, parce que le ski alpinisme c'est au jeu 2026, pas sûr en 2030, est-ce qu'on dit que c'est le moment ou jamais de faire une médaille olympique et de participer à des jeux? Oui, bien sûr, on se dit ça, mais après, ouais, on se dit aussi, bah mince, si on regarde pas en tant qu'athlète, mais si on regarde le sport, on se dit, ah ben, est-ce que si d'ici 2026, on axe tout sur ces deux disciplines-là, puis qu'après c'est pas repris en 2030, est-ce qu'on sera pas en train de perdre complètement le sens de ce sport? Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de débats autour de ça. Après, en tant qu'athlète, bien sûr que si on voit qu'on a peut-être les capacités, on va quand même, je pense, tout donner pour pouvoir être au départ des Jeux, parce que ben, c'est quand même les Jeux dont on parle. Et puis, c'est pas une compétition qu'il y a toutes les semaines, quoi. Bah, merci pour tes réponses, Caroline, hein, c'est super intéressant. On apprend beaucoup de choses sur le ski alpinisme, hein, qui est moins médiatisé qu'on a dit que le ski alpin, mais tout aussi impressionnante et intéressante. On peut passer maintenant à notre prochaine rubrique, c'est le tu préfères. Ouais. Et puis, bah voilà, Nico, est-ce que tu peux nous expliquer un peu vite fait? Bah, tu as sûrement déjà joué à ce jeu et nos auditeurs ils connaissent le jeu. Donc on va te poser une question avec deux propositions, donc un tu préfères. Et toi tu vas choisir laquelle tu préfères. Ouais. Et, Voilà, ouais. Et puis, mais attention, on a anticipé tes réponses. Et puis, celui qui a vu le plus de fois juste, il gagne un point à la fin de cet épisode. En fait, ça participe à notre concours, c'est le Challenge Haute Sim. En fait, tout au long de la saison, à chaque invité qu'on a, on fait ce concours. Puis, celui qui a le plus de points, bah, il remporte le concours. Puis, celui qui perd, il devra faire justement un triathlon de l'extrême concocté par Nicolas. si je te résume rapidement. Ouais, bah, résume, parce que c'est lui le grand architecte du projet. Bah, le principe c'est de partir, on part de Montreux, on va jusqu'à Villeneuve en nageant. Et ensuite on sort de l'eau à Villeneuve, on fait la dernière partie à vélo jusqu'au pied de la Haute-Cime, au pied des Dents du Midi. Et après on monte depuis la plaine jusqu'à la Haute-Cime. Donc ça c'est pour le perdant du tu préfères. Donc si ça peut t'intéresser, donc nous on recherche Ouais. des gens, donc si tu veux faire peut-être natation, ça t'intéresse pas, mais si tu veux nous accompagner en vélo ou à la course à pied, On est preneur. n'hésite pas. Bah, c'est stylé comme projet. Moi, j'encourage ce genre de truc, ouais. Des petites folies. Et puis, bah, si jamais il y a 5-5 pour l'instant, donc c'est égalité, donc Ouais. voilà. Puis là encore un petit changement, c'est Petite que Nico lui il a écrit ses questions, mais moi je choisis, enfin c'est Nico qui a écrit mes questions, et moi j'ai écrit les questions de Nico. Et Ouais. puis bah là on est trois, puis plus ces deux chiens, mais on a également une quatrième joueuse pour le début, je te laisse écouter ça. Coucou Caro, j'espère que tu as bien récupéré des courses de ce week-end. On m'a demandé de te faire un petit message, du coup j'en profite pour te dire que tu es une fille trop incroyable, que je suis vraiment trop contente que tu fasses du ski alpinisme et pas un autre sport, genre le ski alpin, et que tu vas aller vraiment très loin parce que tu as vraiment un monstre talent. Et comme tu sais bien, j'aime bien les tu préfères, alors je t'en ai préparé un qui est plutôt sympa. Voilà, bon courage. Est-ce que tu préfères devoir descendre toute la dernière descente d'une Indive en courant à cause d'une chaussure cassée? Je ne pense pas du tout à Morgin en disant ça. Ou prendre le départ d'une finale de sprint en oubliant ton sac? Voilà. Bonne chance et bonne suite de podcast.
Et j'espère qu'on se revoit bientôt pour une jolie sortie à ski. Bisous! Voilà, Marianne Faton, hein, c'est aussi une locomotive hein, du ski alpinisme en Suisse, hein, la Vaudrusienne. Et puis on la remercie, puis on la salue. Alors, ta réponse? Bah, merci beaucoup Marianne pour ton message, ça m'a fait très très plaisir. Et alors, je crois quand même, c'est vraiment pas facile parce que bah, ça dépend toujours de où on en est dans l'indiv. Si on est en train de faire un podium, je dirais non, non, je casse pas la chaussure, mais bah, là en l'occurrence, on parle de finale de sprint, donc d'ici là, je pense que je dirais quand même que je préfère casser la chaussure plutôt que pas avoir le sac parce que sans sac, ça sert à rien de faire la course. Ok, bah alors maintenant on passe à nos questions. Vas-y Nico. Ok, alors la première, c'est tu préfères gagner la Pyramenta qui se déroulera du 13 au 16 mars ou la patrouille des glaciers qui se déroulera du 15 au 21 avril? Ah, elle est dure celle-là. C'est pas mal, hein. Je dirais gagner la patrouille des glaciers parce que bah, c'est en Suisse et puis c'est quand même assez mythique. Ouais, c'est ce que j'avais mis aussi, patrouille des glaciers. Patrouille des glaciers, ouais, Ouais. je pensais pareil aussi. Alors, on t'a vu en Italie hein, pour la manche finale du Golden Trail Series. Est-ce que tu préfères gagner Sierzinal ou faire top 5 à l'épreuve sprint de Milan-Cortina? Celle-là elle est aussi vraiment pas gentille. Je pense que je préfère gagner Sierzinal parce que Oui. si à Milan ça sera pas top 5, ça sera top 3. Ah ouais, pas mal. Ok, ouais, bah, j'ai noté aussi Sierzinal. T'as déjà fait Sierzinal? Ah, t'avais fait le J'ai Champ de fait la Chandon-Zinal plusieurs fois et puis je vais faire mes débuts sur Sierzinal cette année. Ouais. Ok. T'as déjà un chrono en tête ou bien juste Non, pour non. le plaisir? Ok. C'est ça l'avantage, c'est que l'été au moins t'as pas de pression, tu te lances sur un trail, tu sais que c'est pas ton sport principal, donc Ouais. tu te fais plaisir en montagne, c'est ce qui compte. Est-ce que tu préfères faire une sortie de rando avec ski de rando pardon, avec Rémi Bonnet ou avec Marianne Faton? Avec Marianne Faton. C'est ce que j'ai Désolée Rémi, mais de toute façon je le suivrai pas, donc ça servirait pas à grand chose. Ça fait 2-1 alors. Hein. C'est vraiment la locomotive du ski alpi suisse, t'as l'impression Rémi avec tous les podiums qu'il fait, est-ce qu'il vous inspire chacun, il vous mène vers le haut niveau, meilleur niveau international? Oui, j'ai l'impression que chez les hommes de l'équipe, c'est vraiment un moteur ces dernières années. Et c'est vrai que il était hors de l'équipe suisse quelques années, puis là je remarque qu'il y a vraiment une bonne ambiance chez eux, puis que ça augmente le niveau. On voit les résultats qu'on a maintenant, et je pense que c'est vrai qu'il inspire pas mal et ça, ça aide à augmenter le niveau. Mhm. Et moi je vais te demander, on sait que Rémi Bonnet justement, si on reste sur lui, il a structuré une saison d'hiver vraiment sur les Coupes du Monde et puis une saison d'été sur les Golden Trail Series, donc vraiment 2 saisons dans l'hyper-professionnalisme en fait, très compétiteur. Est-ce que toi ça te tenterait une année de t'inspirer de lui et de se dire bon bah cette année je vais me lancer sur je parle de circuit Golden Trail, vraiment quelque chose de très professionnel en fait, ou bien pour l'instant tu te dis ouais j'ai envie de continuer un peu comme j'ai toujours fait? Ouais, alors bien sûr, ça fait rêver quand on voit Rémi qui arrive à être tout devant sur 2 saisons différentes et on se demande quand il se repose, c'est vrai. Pas Mais souvent de ce que j'entends. bien sûr, ça fait rêver. Donc, si je vois que j'en ai les capacités et puis les moyens et tout ça, bien sûr que je vais essayer de me lancer. Mais après, justement, il faut voir aussi. Pour le moment, j'ai pas beaucoup fait de courses de trail, en tout cas à un haut niveau, donc je sais pas vraiment où j'en suis. Si je vois qu'il y a moyen d'aller faire vraiment des trucs cool, je penserai à essayer de faire les deux un peu plus sérieusement, mais après c'est aussi un, un- un gros travail derrière pour réussir à faire ça, et faudra pas que ça soit fait à la légère. Ouais. Ouais, puis l'aspect mental aussi, je pense qu'il est important parce que dire les 2 saisons, t'as pas trop de repos mental en fait. T'es tout le temps,
peut-être 1 ou 2 semaines dans l'intersaison où tu es un peu tranquille. Ouais. Et après, c'est reparti pour la compète. Ça doit pas être facile. Ouais, exactement. Puis justement là, Rémi, il se le permet parce qu'il est déjà tellement au-dessus que, avec un peu plus de fatigue, ça va aussi. Mais je pense que on n'est pas tous comme lui. Et puis il faut faire aussi avec nos propres capacités et puis rester à l'aise avec ce qu'on fait. Caroline, tu préfères la neige verglacée ou neige un peu souple de fin de printemps? C'est celle que t'aimes le moins, enfin le plus. Où est-ce que tu préfères? Ouais, Tu préfères. Je préfère la neige de fin de printemps, la moquette. Mince. J'ai mis le verglacé, moi. Mince. Ça va plus vite. Ouais. Je pense que les descentes, ça doit pas être facile, non? Oui, il y a tout qui se skie, hein, mais, Ah ouais, ok. mais Quand il y a pas de après c'est neige, vrai c'est que ça. si on est à l'entraînement et puis que c'est un peu revenu et puis qu'on arrive quand même à faire des jolis virages, eh ben, ça fait toujours plaisir. Ça va mieux. Est-ce que tu es plutôt lac ou montagne? Alors moi, je suis une grande fan de quand il y a les deux. Tous ceux qui me connaissent seront d'accord. Même dès qu'il y a des lacs de montagne, je suis la première à vouloir aller les voir et puis me baigner dedans. Mais on va quand même dire la montagne. Parce que c'est plus facile pour aller s'amuser. Je crois que j'avais pas dit pour celui d'avant, donc tu avais dit Marianne, moi j'ai mis aussi Marianne. Ok. Donc Et ça fait 3. montagne, j'ai aussi, donc 3, pour l'instant j'ai 3 juste. Ouais, 3-1, mais la prochaine question peut relancer. Alors, faire 2 fois le kilomètre vertical de Fuy mais sans bâton ou faire la descente du kilomètre vertical? Ah, faire la descente du Ah bah oui, kilomètre la vertical. descente, hein, après tout ce qu'on a dit. Hein. J'avais mis descente aussi. Ouais. Est-ce que plus tard on a plus de chances de te voir sur un marathon ou sur un ultra trail? Sur un ultra trail. Ok, c'est ce que j'ai vu aussi. Bah, je me suis dit peut-être que peut-être tu voudrais faire peut-être une petite parenthèse sur plat, peut-être, je sais pas. Ouais, mais Ou un c'est quand marathon en même montagne. très ennuyant, hein, le plat, on va pas se mentir. T'en fais des fois un petit peu le long du lac, un petit Oui, footing. le long du lac toujours. Et c'est vrai qu'avec le cadre que j'ai ici, aller sur route, ça va bien aussi. Mais moi, j'ai une fascination pour les chemins. C'est tellement, ça passe tellement vite sur les chemins, je Je suis trouve. d'accord. Et puis, forcément, moi, j'étudie la biologie, donc de pouvoir être vraiment dans la nature, ça me motive beaucoup. Parce qu'il y a toujours des petits trucs à observer, des petites plantes à voir. Donc, ouais. Et quand tu vois l'UTMB, la semaine UTMB avec la ferveur qu'il y a, etc., est-ce que c'est une fois tu pourrais te lancer sur une des courses de l'UTMB à l'avenir? Alors, oui, une des courses de l'UTMB, oui, je pourrais, mais après, c'est vrai que pour le moment, faire de l'ultra trail, ça me paraît assez Non, c'est ouais. éloigné et, à voir. Si une fois j'ai vraiment envie de me lancer sur du plus long, mais je pense que c'est quand même un effort assez différent, puis soit ça plaît, soit ça plaît pas, donc ça sera à voir. Mais oui, c'est vrai que c'est un gros événement, l'UTMB. Donc. Tu préfères passer une année sans avoir le droit d'aller en nature, hein, seulement des footings à plat ou en ville, ou alors une année où tu as le droit d'aller en montagne, tu fais tout ce que tu veux en nature et tout, mais tu es privé de compétition? Privé de compétition, je préfère, ouais. Ouais, j'ai choisi ça aussi, ouais. Bien joué. Ouais, c'est Du pas coup, facile. Moi j'ai 3 et il reste une question pour toi. ok, Toi, t'as donc fait moi, un sans faute pour ouais, l'instant. donc si je fais faux maintenant, c'est. Ouais. Est-ce que tu dois choisir à la fin d'une course? Est-ce que tu préfères manger un gros paquet de bonbons ou un bon burger? Ça c'est ref à la story, tes stories Insta du week-end. Parce que j'ai vu une fois, il y avait le paquet de bonbons à Haribo, je me suis dit bon. elle est plutôt au team sucre, et puis après le burger. Je me suis dit, Ouais. sel, voilà, je sais C'est pas. vrai qu'on n'a pas trop dosé ce week-end avec ma pote Tiba. C'est difficile, mais T'as les deux devant toi. Lequel tu prends? ça dépend dans quel état je suis aussi, je pense. Ouais, c'est ton hypoglycémie. Mais je dirais plutôt le paquet de bonbons parce que au moment où on mangeait, enfin avant de manger le burger, j'étais quand même encore un peu sèche de la course et puis je me disais oulala, j'ai pas très faim, mais au final. Les bonbons, c'est pas tout seul. Tu peux prendre n'importe quand les bonbons. Ouais, les bonbons, c'est franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est une bonne source de sucre pour le sport, quoi. Ouais. Même les coachs, ils nous disent ça, donc. Donc si coach Mikey dit ça, Ah ouais. voilà.
Faudrait que je m'y mette aussi alors. Voilà, Donc du coup, moi j'avais mis burger, mais moi ça paraissait évident, burger à la fin d'une course. C'est ce que je fais. Ouais, mais après, Mais, moi, Non, ouais. dès qu'on parle de nourriture, je choisis pas, je prends tout. Donc, Donc t'es plus le sucre alors. ouais, bah, ça dépend toujours. Mais oui, plutôt sucre. Ouais, Voilà. je team sucre aussi. Dernière question où je peux égaliser, hein, donc voilà, pas trop de pression. Prendre des risques, tu préfères prendre des risques en partant ultra vite ou des départs prudents, vaut mieux gérer son effort? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on avait la stratégie de faire plutôt des départs prudents. Et puis là, maintenant, je suis en train de me dire, il faudrait peut-être que j'essaie une fois de faire un départ plus rapide. Mais ça dépend la course sur laquelle on est. Et le parcours, ouais, ça dépend du parcours. Ta philosophie, Mais, c'est plutôt quoi? Ouais. Hein? Ta Quoi? philosophie, du coup, c'est plutôt. Ma philosophie, je dirais plutôt Pas la pression. ce que j'ai fait toute ma jeunesse, c'était partir vite et voir si ça tient. Alors je vais dire ça. Non, Ok. t'as perdu, Départ moi prudent. j'ai dit gérer son effort. Ouais, mais j'étais sûr parce que j'avais vu Ouais. une publié Insta que t'avais fait, il me semble, un trail à Villars peut-être? Où Oui. t'avais mis malgré un départ prudent, je fais deuxième, et tout ça, je me suis dit, bah, départ prudent, c'est sûr, tu vois. Ah oui, alors ça c'était la course au Montre Trail. Ah, montre très, Et oui, c'était c'est mon juste, t'as fait premier deuxième. 30. Ouais, J'avais jamais fait autant Wow, long. ouais. C'était, je pense, 10 de plus de ce que je faisais d'habitude. Du Ouais, coup, ouais. là, j'étais vraiment partie prudente. Puis en Ouais. fait, j'avais rattrapé tout le monde à la descente. ouais. T'as dû bien- la descente, t'as dû bien aimer là. T'as la montagne et t'as le lac juste Oui. en face, ça c'est quand même beau. Ok, bon bah, Bon, gaffe. bah, 5-4, non, 5-4 tu gagnes. Ah, je gagne? Ouais, moi j'ai perdu, ouais. Ah, ok. Ok, Ouais. bon bah, cool. Ah non, ça fait 4-3, pardon. Ok, J'ai pas calculé. ok. 4-3, alors voilà, Ok. bref. Ouais, voilà, bah, le point est pour Nico. Ah ouais, C'est comme ça. bravo à vous deux. Et Donc pour l'instant, c'est moi qui fais le je challenge. vous avoue que certaines fois, c'était pas facile Ouais, de mais c'est le choisir. but, hein, Donc, C'est le but. Hein. Ouais. Bah, merci Caroline pour ta disponibilité pardon, et puis bah, tes réponses. On l'a dit, tu as 2 semaines là tranquille à la maison et ensuite c'est quoi la suite pour toi? avec plaisir, merci à vous. Et la suite, ça va être des Coupes du Monde qui arrivent vite. On enchaîne l'Italie à Valmartello avec 3 courses. Et puis en Autriche à Schladming avec 2 courses. Et puis après, il y aura de nouveau une période avec un peu moins, mais quand même une Pyramenta dans tout ça. Et puis après, il y aura encore la finale de la Coupe du Monde à Cortina d'Ampezzo. Et puis la PDG pour bien clôturer cette saison. Ah ouais, donc encore de grosses échéances, mais on suivra ça, puis ensuite de fait, bah, bonne chance hein, pour ce qui va arriver, puis on suivra ça, on suivra ton actualité et la suite bah, sur tes réseaux sociaux. Encore un mot pour remercier vos générations champions qui collaborent avec nous pour cet épisode. Et le prochain invité est aussi un athlète de cette association. Oui, tout à fait, et on restera dans le ski puisqu'on ira à la rencontre d'un Vaudois qui se hisse parmi les meilleurs de sa discipline. Si vous avez des idées du prochain invité, n'hésitez pas à aller les soumettre sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, merci de nous avoir écoutés et de nous partager si l'épisode vous a plu. À bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao! Ciao, ciao!